Merci surtout à l'INP de me donner l'occasion ce soir de vous présenter une partie de mon activité, puisque je ne parlerai pas de cuir archéologique ou d'objets ethnographiques, mais uniquement de décors en cuir doré, qui occupe une grande partie en fait de l'activité du centre de recherche, du centre de conservation et de restauration du cuir. Lorsque j'ai été invitée à communiquer par l'INP, j'ai immédiatement pensé associer à cette intervention de ce soir qui est Jean-Pierre Fournet, qui est historien de l'art et avec lequel je collabore depuis une vingtaine d'années. Et vous allez voir que, enfin, au travers du projet que je vais vous présenter ce soir, que l'apport de l'historien de l'art est parfois essentiel dans les choix que l'on doit faire en matière de restauration. Ma communication va s'articuler en plusieurs parties. La première, je vais essayer de vous parler de l'histoire des cuirs dorés. Ce sera relativement bref, mais on est obligé d'en passer par là pour comprendre de quoi il s'agit. Et puis, je vous présenterai beaucoup plus en détail cette fois les techniques de fabrication de ce type de décor qui sont en réalité beaucoup plus complexes qu'ils n'y paraissent. Et il est indispensable de connaître ces techniques de fabrication pour restaurer correctement les œuvres. Ensuite, je vais me focaliser sur un atelier qui est l'atelier de la famille Boissier, une famille avignonnaise qui a fabriqué des décors en cuir doré en très grande quantité et qui se trouve être l'auteur de la tenture dont je vous présenterai en détail ensuite la restauration dans une dernière partie. Alors, commençons par l'histoire des cuirs dorés. J'ai l'habitude de citer Montaigne parce que à la fin du XVIe siècle, dans les années 1580, il avait entrepris un voyage, notamment en Italie, et dans le journal de voyage qu'il rédige à la suite de ce périple, il décrit les logis qu'il visite à Rome et il constate déjà, lui, que les logis de la ville sont communément meublés, un peu mieux qu'à Paris, d'autant qu'ils ont grand foison de cuir doré, de quoi les logis qui sont de quelque prix sont tapissés. Donc, en fait, on sait que dès le XVe siècle, il existe une abondante production de panneaux de cuir pour revêtir les murs des intérieurs luxueux. Vous avez ici un tableau relativement tardif qui date des années 1660, peint par Peter de Hook, et qui montre un salon, une salle à manger peut-être entièrement tapissée de cuir doré sur les murs. Ça vous donne une idée de l'effet que pouvaient donner ces décors muraux. Donc, ces décors représentaient des fleurs, des arabesques, mais aussi également très souvent des blasons, des personnages en pied. Il y avait une grande variété dans la production. Le nom que l'on donne à ce type de décor varie d'un pays à l'autre, mais aussi d'une période à l'autre. Donc, l'appellation cuir de Cordoue, que vous connaissez sans doute, est en réalité assez récente. Au XVIe siècle, on parlait plutôt de Guadamesil en Espagne, de Pelle d'Espagne ou de Corami quand on était en Italie. Aujourd'hui, M. Fournet suggère que l'on utilise un terme plus générique, d'ailleurs employé en France dès le XVIe siècle, le terme de cuir doré. On estime que ces décors sont effectivement apparus dans le sud de l'Espagne et très probablement la ville de Cordoue a été un centre de production très important dès le XVIe siècle, où ils vont atteindre leur apogée, mais péricliter presque totalement dès le XVIIe siècle. Ils ne vont pas disparaître pour autant d'Europe, puisque des artisans vont établir des centres de production, nombreux en Italie, à Venise notamment, en France sur Avignon, Aix-en-Provence, Lyon, Paris et dans les Flandres, à Malines par exemple, à Bruxelles et également en Angleterre au XVIIIe siècle. Partout, la fabrication des cuirs dorés va s'interrompre dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle. Pourquoi? Parce que c'est l'arrivée du papier peint et que les cuirs dorés en tenture murale ne sont désormais plus à la mode. Donc, les tapissiers en cuir doré vont petit à petit voir leur activité décliner et totalement disparaître. Les cuirs dorés ont surtout été employés pour faire des tentures murales, comme je le disais tout à l'heure, mais on les retrouve également dans le cadre d'autres productions. On en a fait des portières,
des tapis de sol, des tapis de table, des rideaux, on en a recouvert des boucliers, on en a fait des paravents, comme le très bel exemple que vous voyez ici en bas sur la diapositive, qui est un paravent avec des motifs de chinoiserie, qui est une production typique du XVIIIe siècle en Angleterre. Et dans le domaine religieux, on les retrouve de façon très fréquente dans les églises sous la forme de devants d'autel, que l'on appelle antependia, de panneaux de dévotion, de coussins liturgiques, voire même de vêtements liturgiques, des chasubles, des étoles, des voiles de calice, des manicules ont été réalisés en cuir doré. Aujourd'hui, il en reste assez peu, même si M. Fournet dira peut-être le contraire, puisqu'il en a fait un inventaire complet en France. Enfin, en tout cas, il est assez difficile aujourd'hui de voir des décors monumentaux en place. Je vous ai mis ici une image d'un très, très beau décor qui est conservé en Italie, dans la région de Rome, au palais Chigi, dans la ville d'Aricia. Ce palais Chigi comporte en réalité presque une dizaine de salles entièrement tapissées de cuir doré, différentes d'une salle à l'autre, et qui datent tous de la deuxième moitié du XVIIe siècle, qui avaient été commandés par la famille Chigi à des tapissiers en cuir doré fabricants à Rome. Mais c'est relativement rare. En France, il en existe environ une cinquantaine d'endroits où on peut voir des tapisseries qui ornent des murs entiers. Toutefois, la plupart de ces lieux sont des habitations privées et ne se visitent pas, ne sont pas accessibles au public. Je vous montre ici l'image d'une tapisserie que nous avons restaurée à l'atelier il y a quelques années de ça, je ne sais plus en quelle année, il y a 3 ans, je crois, et qui est située au château de Fons-Colombe, donc dans la région d'Aix-en-Provence, qui est aujourd'hui un hôtel 4 étoiles luxe. Voilà. Et cette tapisserie d'origine italienne orne les murs d'un salon. Les cuirs donc, occupaient en réalité une place prépondérante et ils conféraient une atmosphère tout à fait particulière à des pièces, en général les plus somptueuses des demeures. Comment étaient fabriqués ces décors? C'est ce que je vous disais tout à l'heure en introduction. La technique est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. En réalité, la stratigraphie est composée de plusieurs couches. La première étant bien entendu le cuir, qui sert de support, sur lequel on va venir appliquer une feuille d'argent qui est collée à la surface du cuir, côté fleur. Et cette feuille d'argent, elle va être vernie avec un vernis qui est de couleur jaune. Mais ce vernis jaune posé sur les fonds argentés va donner l'illusion de l'or. Superficiellement, on va venir peindre ce paillon argenté et doré et on va éventuellement lui donner un relief par la cisure et le repoussage. Je vais rentrer dans le détail de la technique de fabrication en m'aidant d'un document, pardon, je fais un peu vite, en m'aidant d'un document que je trouve absolument remarquable, qui est la publication d'Auguste Fougeroux de Bondaroy, qui en 1762, dans le cadre de à la demande de l'Académie des sciences et dans le descriptif des arts et métiers, publie une monographie qui s'intitule « L'art de travailler les cuirs dorés et argentés ». Alors, il y a beaucoup de textes, il décrit de manière assez minutieuse la technique de fabrication, en tout cas celle qu'on lui relate. On est en 1762, donc c'est la période où cet art décoratif commence à décliner, mais ce témoignage est extrêmement précieux, d'autant plus qu'il comporte 2 planches descriptives que vous découvrez ici et qui sont extrêmement intéressantes pour comprendre les étapes de fabrication, parce que cette stratigraphie, elle est complexe, mais elle est surtout longue à obtenir. Donc, la première étape, c'était d'acheter, pour le doreur sur cuir, c'était d'acheter en fait des peaux. Il ne tannait pas lui-même les peaux, il les achetait à des tanneurs, elle les tassait. Et il y avait déjà un premier travail qui consistait à ramollir ces peaux en fait, de manière à pouvoir les travailler. C'est ce que vous voyez sur cette image. On voit sur la gauche, figure 1, un ouvrier qui est en train de brasser en fait, les peaux qui ont baigné toute une nuit dans une cuve pour être ramollies. Ensuite, un autre ouvrier vient les frapper sur une pierre, c'est la figure 2, encore une fois, pour ramollir et détendre les peaux, qui sont ensuite travaillées pour être détirées, c'est la figure de droite, la figure numéro 3. On voit que l'objectif en fait est de profiter au maximum de la surface des peaux, qui était un matériau déjà relativement cher et coûteux à l'achat. Donc l'objectif c'était de
chaque peau, de la transformer en une unité qui allait ensuite servir à faire des tentures murales. Cette unité, c'est ce qu'on appelle le carreau. Et ces carreaux étaient découpés, donc ce sont des rectangles en fait de peau. On voit l'ouvrier en figure 4 qui a un gabarit en fait et qui découpe les peaux. Quand on retourne une tenture murale, et c'est le cas par exemple de cette tenture que je vous ai montré tout à l'heure au château de Fons-Colombe, dans la banlieue d'Aix, on reconnaît en fait la forme des peaux qui ont été utilisées, exploitées au maximum de leur superficie. Vous voyez ici l'implantation des pattes, du collet, des flancs de l'animal qui ont été complétés par d'autres petits morceaux de peau de manière à profiter au maximum de la surface. Cette peau, elle était ensuite encollée. Donc, côté fleurs, on l'humidifie légèrement et on mouille, en fait, on l'humidifie légèrement et ensuite, on va passer une couche de colle de peau pour, dans un premier temps, boucher les pores de la peau et ensuite une seconde couche pour permettre l'adhésion de la feuille d'argent. Donc, ces techniques de fabrication des cuirs dorés, nous les avons expérimentées dans le cadre d'un travail de recherche que j'ai effectué en collaboration avec Lauriane Robinet et Marie Radepont au début des années, dans les années 2012-2013. Et nous avons reproduit le descriptif de Fougerou de Mondarois. Donc là, vous voyez une image où Marie est en train d'humidifier la peau et de la préparer pour l'encollage. Cet encollage, il est indispensable pour faire adhérer la feuille d'argent qui est l'élément constitutif en fait des cuirs dorés. Donc, dans le descriptif, dans les planches gravées de Fougerou de Mondarois, on voit très bien en fait l'ouvrier qui dispose les feuilles une à une. Il a un carnet dans lequel il y a 6 feuilles d'argent à disposition et qu'il va minutieusement prendre une à une et disposer côte à côte de manière à recouvrir intégralement la peau. C'est une opération qui est extrêmement délicate. Les doreurs le savent quand il s'agit de dorer un cadre à la feuille d'or. Argenter une peau sur des surfaces aussi considérables, c'est un temps très important et il faut beaucoup de dextérité pour le faire. C'est d'autant plus difficile quand les feuilles d'argent sont extrêmement fines, quand elles sont de taille importante, par exemple des carrés de 10 par 10, c'est plus délicat à poser que les carrés de 7 par 7. Ce paillon métallique, il était ensuite bruni avec une grosse pierre de manière à le rendre parfaitement brillant. C'est ce que vous voyez dans dans l'image en bas à droite. Alors, les doreurs sur cuir achetaient des quantités de feuilles d'argent absolument considérables. Pour vous donner un exemple, Jean-Baptiste Delphos, qui est tapissier en cuir doré à Paris dans la première moitié du XVIIe siècle, on a un inventaire après le décès de sa première épouse en 1733, un inventaire de son atelier, et il possède à ce moment-là, à la date de l'inventaire, plus de 30 000 feuilles d'argent réparties dans 59 carnets. Donc, c'était une matière première qu'il fallait acheter en grande quantité et qu'on se fournissait chez le batteur d'or qui battait également les feuilles d'argent. Ensuite, ces feuilles d'argent devaient être donc vernies en jaune. Alors, chaque atelier avait un peu sa recette de vernis, qu'on appelait le vernis d'or, mais dans la composition duquel il ne rentrait pas 1 gramme d'or. En réalité, les vernis en question sont constitués essentiellement d'huile de lin dans laquelle on a fait chauffer un certain nombre de résines végétales naturelles. Donc, il existe plusieurs recettes, mais en gros, c'est souvent de la colophane, de la sandaraque, de l'aloès, en quantité variable, et que l'on fait donc chauffer pendant plusieurs heures dans des marmites. Donc, on fait des quantités assez importantes à chaque fois, et dans lequel on ajoute aussi un sécatif de type litharge ou minium. Et la consistance que l'on cherche à obtenir, c'est quelque chose de relativement épais que l'on va ensuite appliquer à la surface de la feuille d'argent, non pas au pinceau, mais avec les doigts. Alors, c'est quelque chose que nous avons reproduit aussi en atelier. Vous voyez ici Lauriane Robinet en train d'exécuter ce geste. Donc, on prend une noisette en fait de ce sirop, de ce vernis d'or relativement épais, et on le répartit de manière assez rapide à la surface de la feuille d'argent. Ensuite, on va venir frapper
cette feuille d'argent avec les mains et de manière assez logique, en fait, ce vernis d'or va se répartir en couches égales à la surface du paillon métallique. Les ateliers de dorage, tels que les décrivaient les doreurs sur cuir, se déroulaient toujours à l'extérieur, dans un jardin, et c'est d'ailleurs tel que nous le représente Fougerou de Mondarrois dans sa planche. On voit bien les ateliers à l'extérieur, enfin les ouvriers à l'extérieur, qui ont installé des tréteaux avec les pots fixés sur des planches et sur lesquels ils appliquent le vernis d'or. On appliquait souvent ce vernis d'or en 2 couches d'ailleurs. Ensuite, il s'agissait de reproduire un dessin sur les cuirs qui étaient désormais dorés. Alors, on pouvait l'appliquer à la main, mais il existait dès le XVIe siècle des planches qui étaient des planches non pas à graver, mais des planches à imprimer. Vous en voyez une ici à droite qui est conservée au Palais Chigi à Aricia, qui est un décor de bordure d'une tenture murale qu'il conserve là-bas in situ. Donc, on ancrait cette planche, on l'appliquait sur la peau qui était donc vernie, et ensuite, il était possible de faire un travail de mise en couleur qui était réalisé par des peintres. Donc, au sein des ateliers, les ouvriers étaient relativement spécialisés. Il y avait ceux qui argentaient, ceux qui peignaient, ceux qui cousaient, et ainsi de suite. On a souvent des marques, des signatures au revers des carreaux qui indiquent en fait que M, par exemple, a fait les fonds verts et H a fait les fonds rouges, par exemple. Donc, ils étaient payés à la tâche et donc au carreau, probablement à la journée. Il était possible de créer un relief à la surface des cuirs. Donc, jusqu'au XVIIe siècle, on a beaucoup utilisé la ciselure. Donc, en fait, les doreurs sur cuir disposaient d'un certain nombre d'outils qui étaient des petits outils métalliques avec à une extrémité un motif. Et ces outils étaient utilisés avec des biais. En fait, on venait ciseler en fait la surface et relever ainsi les motifs qui avaient été peints précédemment. En bas à droite, vous voyez l'image, par exemple, du détail d'un casque sur un panneau conservé au château d'Écouen, enfin au musée de la Renaissance, qui est une représentation d'un héros romain. Et vous voyez que la ciselure extrêmement variée souligne en fait le relief du casque. Alors évidemment, c'était un travail extrêmement long et en 1628, un doreur qui travaillait à Malines a déposé une patente prétendant qu'il avait effectivement inventé une nouvelle méthode et c'est la technique du repoussage. Donc là, le procédé est légèrement différent de la ciselure. En fait, on travaille avec des planches qui sont gravées en creux et on humidifie légèrement le cuir, on applique la planche sous presse et le cuir se repousse relativement facilement et on obtient ainsi des variétés de motifs très importants. Ça n'était pas fini. Chaque carreau ayant été réalisé, eh bien, l'objectif était d'obtenir des surfaces relativement conséquentes. Et dans ces cas-là, on travaillait en cousant les carreaux les uns avec les autres, de manière à constituer des pièces qui allaient être ensuite suspendues au mur des chambres, antichambres, salles à manger pour lesquelles ils avaient été commandés. Donc, il arrive que pendant les projets de restauration que nous traitons à l'atelier, on retrouve ce genre de détails techniques que personnellement, moi, je trouve extrêmement intéressants parce que ce sont des guides et ça nous montre en fait les modes d'utilisation de ces décors muraux. Donc, vous voyez ici, par exemple, sur une tenture murale conservée au musée du Vieillex à Aix-en-Provence, les anneaux, qui étaient des anneaux de cuir, juste des petits morceaux de cuir rouloté qui étaient cousus en partie haute et qui permettaient la suspension de ces tentures murales. Donc, voici le résultat. Par exemple, j'aurais pu vous en montrer d'autres, mais ici, à gauche, une tenture murale que nous avons à l'atelier et qui est désormais exposée au musée du Vieillex à Aix-en-Provence, où vous voyez la suspension de la tenture et l'effet flottant, puisque ces décors étaient souvent amenés à être déposés en fonction des saisons. On utilisait plutôt les tapisseries de laine en été dans les pièces, en hiver, alors que l'été, on installait les tentures de cuir. Donc, il fallait pouvoir facilement décrocher ces décors, les replier ou les rouler et les stocker en garde-robe ou dans un grenier le temps de les remettre la saison suivante.
Je vous ai parlé des motifs. Alors, sur celle du vieillex, vous avez des motifs qui ne sont pas figuratifs. Il s'agit de paniers avec des représentations de serpents. Et sur la droite, vous avez un type de tenture murale qui se rapproche beaucoup des tentures en laine que vous connaissez, avec une scène figurative, ici le triomphe de Scipion, qui est bordé par des éléments plus étroits avec des motifs de trophées. Donc, les productions étaient extrêmement variées et de tailles aussi très différentes. Alors, celui que j'ai choisi de vous présenter ce soir est une tenture murale figurative, mais ça ne représente pas une scène de bataille. Ça représente des suites de personnages selon des thèmes bien précis. Et c'est là où, effectivement, le travail de l'historien de l'art Jean-Pierre Fournet a été tout à fait intéressant pour comprendre qu'est-ce qui était réellement représenté sur ces deux tableaux. En réalité, ce sont deux tableaux qui sont conservés dans un château du sud-ouest de la France, qui étaient présentés de part et d'autre d'une porte dans une antichambre, et pour lesquels j'ai été consultée dès 2013 pour savoir de quoi il s'agissait exactement. La restauration a eu lieu entre 2017 et 2018 parce que dans l'intervalle, en fait, ce décor a été protégé au titre des monuments historiques. Son importance a été révélée notamment par M. Fournet et par le devis de restauration que j'avais préparé. Et voilà, et en photo à leur arrivée à l'atelier. Alors, vous voyez qu'il y a un certain nombre de dégradations qui apparaissent déjà visuellement, dont de nombreuses déchirures et des ruptures au niveau des coutures. Ces deux tableaux mesurent environ 2 mètres de côté, ce qui représente au total une surface de près de 8 mètres carrés de décor en cuir doré. Ce décor a pu être fait de façon certaine à la famille Boissier, et je vais vous expliquer ce que M. Fournet aurait pu aussi vous dire de manière sans doute plus précise. Les raisons pour lesquelles nous avons pu faire cette attribution. La famille Boissier est une famille de tapissiers en cuir doré qui va travailler, qui est très importante puisqu'elle va travailler pendant près de 4 générations entre la deuxième moitié du XVIIe siècle et la deuxième moitié du XVIIIe siècle, donc sur un peu plus de 100 ans, à Avignon. Ils vont produire en fait une quantité très très importante de décors que l'on arrive à retrouver de façon assez régulière sur le territoire français et que M. Fournet a repéré à de nombreux endroits. Les Boissiers sont installés rue des Corsins, donc dans le sud de la ville d'Avignon, mais en plein centre de la ville, près du couvent des Célestins. Étienne Lailleul, Étienne I, Étienne Boissier, démarre son activité aux alentours de 1650. Il a été formé à la fabrication des cuirs dorés par un artisan italien dont il est l'apprenti. Mais il va rapidement installer son propre atelier et faire fortune, littéralement, transmettre son activité à Raymond Boissier, son fils, qui transmettra à son propre fils et à son petit-fils. Donc, c'est vraiment 4 générations de garçons, enfin d'hommes qui vont devenir tapissiers en cuir doré et se transmettre à la fois la boutique, l'atelier, les outils et le savoir-faire. Donc, on a une constance dans leur production sur près d'un siècle et ils développent en réalité un véritable style propre que M. Fournet appelle un style provençal, mais qui est assez aisément reconnaissable. Leur activité professionnelle a été pour eux source de bénéfices puisque cette famille va acquérir un certain nombre de terres, d'immeubles, enfin va bien vivre de ce métier-là pendant au moins 80 ans. Leur clientèle était située au départ sans doute seulement à Avignon, mais très rapidement, ils vont la développer dans tout le sud de la France, voire même sur l'ensemble du territoire français, très probablement. L'intérêt, c'est que nous disposons d'un certain nombre d'archives qui ont été largement dépouillées par M. Fournet
Alors, en matière d'archives, je vous ai mis ici un exemple de ce que l'on peut trouver aux archives municipales de la ville d'Avignon. C'est une commande qui date de 1649, faite à Étienne Boissier, donc le premier dans la lignée, et où on voit que maître Étienne Boissier, tapissier en cuir doré de cette ville, lequel a promis à noble Pierre, j'ai pas tout l'écran malheureusement, hop, je vais déplacer, non je peux pas déplacer, oui. Alors, à noble Pierre Desminy, sieur de Mablan de Tarascon, présent et stipulant, lui faire et parfaire dans un mois prochain une tapisserie de grisaille avec ses piliers du modèle remis au 10 sieur de Mablan pour le prix de 5 sous pour chaque pot de grisaille et 8 sous de chaque pilier, frise et soubassement. À compte duquel prix le dit Étienne a reçu du 10 sieur de Mablan 4 pistoles Espagne. C'est le genre d'information où on mesure en fait l'activité du fabricant, mais où on est toujours un peu frustré par la description qui est faite de la production, puisque une tapisserie de grisaille avec des piliers, évidemment, ça correspond à beaucoup de décors que l'on peut voir encore aujourd'hui. Donc, c'est généralement ce que l'on trouve comme archive pour la plupart des fabricants en cuir doré, mais l'intérêt de la famille Boissier, c'est que l'on possède en revanche un document tout à fait unique. C'est le seul cas pour le moment que l'on répertorie en France. C'est un catalogue descriptif que Raymond Boissier écrit en tout cas fait éditer en 1712 et qui présente l'ensemble de sa production. En gros, c'est une publicité qu'il fait de son commerce auprès du public pour faire savoir ce qu'il produit et ce qu'il est disposé à vendre à ses clients. C'est quelque chose qui est absolument unique en France et que l'on ne connaît que pour la famille Boissier. Monsieur Fournet a une étude complète de ce catalogue et là où ce catalogue est intéressant, c'est qu'il comporte 3 parties. La première, c'est une présentation générale et la seconde partie du catalogue comporte une description très détaillée des différents décors, au total 40 décors qui sont numérotés. On nous indique des notions de taille. On sait que les carreaux qui sont produits par Raymond Boissier mesurent par exemple 1,15 m par 58 cm de largeur, qu'ils coûtaient 3 livres et 10 sols chacun, mais surtout qu'ils représentaient en réalité les 4 parties du monde, les 4 éléments, les 4 saisons, plusieurs autres histoires et fables grotesques, où l'on verra une tenture de tapisserie de sujets différents qui sont des figures et animaux chinois, dont le fond est or ciselé avec des bordures épiliers. Donc, toute cette description extrêmement précise a permis à M. Fournet de repérer en fait les 40 décors en s'aidant de décors conservés en France dans 4 lieux différents. Il a pu retrouver en fait les 40 carreaux en question et les décrire très précisément. Juste la première phrase du catalogue est quand même intéressante puisque Raymond Boissier, marchand près le Célestin à Avignon, donc fabrique toutes sortes de cuirs dorés, des plus beaux, des plus à la mode et du meilleur goût qui se puisse faire. Je pense qu'il avait tout compris à la publicité. Alors voilà, par exemple, une tenture que M. Fournet a pu décrire en détail grâce à ce catalogue. C'est un décor qui est conservé à la maison Mantin, enfin, autrement dit au musée Anne de Beaujeu à Moulins. La chambre de Louis Mantin est entièrement tapissée de carreaux que l'on retrouve dans le catalogue de Raymond Boissier, avec parfois même le numéro, ici le numéro 33, qui correspond au printemps dans le catalogue de Raymond Boissier. Donc, voici la description que vous pouvez trouver, par exemple les panneaux numéro 24, 25, 27, une autre suite d'un roi chinois avec sa cour et ses gardes qui font un très bel effet. Le numéro 30 représente l'Afrique. Dans les décors que je vous ai montrés tout à l'heure, eh bien, on retrouve en fait ces carreaux-là. Vous avez ici, par exemple, cerné de rouge, la représentation du panneau numéro 30 qui est censé être l'Afrique. L'Afrique vue en fait par les fabricants de cuir doré au début du XVIIIe siècle. Donc un éléphant, un couple de personnages à la peau très blanche et des figures un peu fantastiques. On a également sur les 2 panneaux, mais séparés
séparés, enfin, par un réemploi ultérieur, les 4 panneaux qui représentent en fait le mariage du roi chinois. Et on a un dernier carreau qui représente l'air et l'eau. Donc, sur les panneaux de ce château dans le sud-ouest de la France, dans le catalogue de Raymond Boissier, on repère 6 carreaux, les numéros 16 et 17, l'air et l'eau, 20 à 23 qui représentent le mariage d'un Chinois et le numéro 30 qui est l'Afrique, plus une série de carreaux de bordure horizontale et des piliers qui forment en réalité des bordures verticales. Ces décors, vous l'avez vu en photo tout à l'heure, étaient quand même particulièrement dégradés par le remploi qui avait été fait à une date qu'on ne connaît pas, pour les transformer en 2 tableaux distincts. On repérait un certain nombre d'accrochages anciens, notamment des traces de clous, des traces d'un ancien châssis. En fait, ces 2 tableaux était au départ une immense tenture murale qui sans doute a été démantelée pour être réexploitée sous la forme de 2 tableaux, de 2 tableaux distincts. On avait en matière de constat d'état un certain nombre de dégradations des fonds. Alors, on est sur les fonds dorés, mais en réalité, il ne faut pas oublier qu'on a la feuille d'argent sous ce vernis jaune, et cette feuille d'argent, elle est quand même particulièrement sensible au ternissement. Si le vernis d'or qui la protège vient à devenir un peu poreux ou s'il est usé en surface, eh bien, la feuille d'argent est moins bien protégée et elle a tendance à noircir. C'est ce qu'on voit ici sur les fonds. Cet obscurcissement est malheureusement irréversible. On avait un certain nombre de déchirures et de ruptures au niveau des joints entre les différents carreaux, notamment au niveau des coutures. Ces ruptures étaient causées par le mode d'accrochage qui avait été choisi la dernière fois, qui était un accrochage sur châssis tendu sur une toile, donc un accrochage fixe, et le matériau cuir n'apprécie absolument pas ce genre d'accrochage. Il ne peut pas réagir comme il le souhaite aux variations environnementales, notamment aux variations d'humidité dans l'air, et donc il se déchire et se rétracte. On avait des blanchiments. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ce cuir avait certainement été entretenu avec une cire ou en tout cas des produits lubrifiants superficiellement. Donc, on avait des excès de produits gras et des usures assez nombreuses. Donc, voici une photo du revers des 2 panneaux en question. Les 2 tableaux donc, qui étaient montés sur châssis. On voit une toile à l'arrière du cuir. On ne peut pas observer le revers du cuir puisqu'en fait, il a été marouflé sur toile. Et les châssis avaient beaucoup gauchi. Le bois était sans doute pas très sec lorsqu'il a été utilisé pour créer le châssis et l'encadrement. Donc, en matière de restauration, ce qui a été décidé, c'est de déposer en fait les 2 tableaux, de déposer le cuir des châssis, de manière à accéder au revers. Donc, c'est ce que vous voyez ici. On a méticuleusement retiré chacun des clous qui maintenaient le décor. Et voici le revers en fait des tableaux. Donc, une toile assez grossière avait été posée au collage, mais elle s'est retirée relativement facilement. Elle était collée avec une colle de peau. Et ce que l'on a découvert une fois retiré cette toile, c'est que en fait les carreaux de cuir avaient été démantelés, leurs coutures avaient été partiellement conservées, mais en réalité la plupart avaient été découpées. Et pour pouvoir les rapprocher, on avait utilisé d'autres bandes de toile collées pour pouvoir reconstituer des scènes qui n'avaient pas été bien comprises en fait au moment de cet assemblage-là. On a aussi découvert au revers d'un des tableaux des morceaux de cuir avec un visage. Je ne sais pas si vous le voyez au niveau de la flèche jaune, on aperçoit un visage ici. En réalité, ce sont des morceaux de cuir doré d'origine qui ont été découpés et réutilisés en doublage, quelque chose qu'on voit assez régulièrement d'ailleurs, mais qui, après observation, sont révélés être des morceaux d'un autre carreau qui malheureusement a été totalement découpé, mais qui constitue le carreau qui représentait l'air.
Donc, rapidement, la décision a été prise en collaboration donc, avec Ariane Dor, conservateur des monuments historiques à la DRAC, et le propriétaire, de reconstituer un panneau complet. En observant les coutures et tous les détails techniques, on s'est aperçu qu'il y avait des assemblages anciens dont on pouvait être certain. Et donc, le choix s'est porté sur la reconstitution d'une surface plus grande, plus longue, plus complète. Donc, vous voyez ici Marie-Héran et Julie Turly qui travaillent avec moi en train d'essayer de faire le puzzle un peu géant de cette tenture murale. Ce qui s'est avéré compliqué parce qu'en réalité, nous avions quand même, au moment du démontage, constaté qu'il existait une couture d'origine, c'est-à-dire réalisée au début du XVIIIe siècle, qui réunissait à gauche le panneau de l'air et l'eau, avec à droite le mariage d'un Chinois. Donc, cette couture d'origine, il était impératif de la conserver. Donc, il fallait tenir compte de cet assemblage-là, proposer une reconstitution. Nous avions aussi des problèmes liés à un comportement un peu différent d'un carreau à l'autre parce que les techniques de restauration qui avaient été précédemment employées n'étaient pas les mêmes d'un carreau à l'autre. Certains carreaux avaient été particulièrement lubrifiés et graissés et aujourd'hui, ils sont particulièrement rigides à cause de ce traitement-là. Donc, il y avait des déformations importantes de surface, il fallait en tenir compte. Bref, nous avons proposé plusieurs options de remontage au Conservatoire des monuments historiques en discussion aussi permanente avec M. Fournet pour avoir une lecture cohérente en fait, des scènes telles que M. Fournet les avait repérées dans le catalogue de Raymond Boissier et aussi sur d'autres décors présents ailleurs en France. Finalement, nous avons opté pour la solution du milieu, c'est-à-dire une réinstallation du pilier qui avait été découpé en deux. On l'a rassemblé et on a placé le motif de l'Afrique sur la partie droite. Donc, le travail de restauration a donc pu commencer réellement. Une fois que ce choix a été fait, on a éliminé mécaniquement en fait la colle de peau qui nappait le revers du cuir côté chair. Ça a été un travail très long qu'on n'a pas pu faire autrement que mécaniquement parce que en réalité réactiver cette colle de peau l'aurait fait pénétrer dans le cuir et aurait contribué à rigidifier en fait le matériau, donc c'était pas possible. Nous avons ensuite travaillé sur toutes les déchirures. Donc, dans ces cas-là, la technique que l'on utilise le plus fréquemment, c'est les doublages, avec, en l'occurrence ici, des intissés polyester, qui sont des intissés très, très fins, que l'on pré-encolle avec un film de Beva 371 et que l'on applique à la chaleur. C'est un collage de contact qui permet de rapprocher toutes les déchirures en travaillant avec des très petites portions et très progressivement. Il y a eu un travail donc d'allègement des couches grasses, de la cire, des produits gras qui avaient été appliqués sur le recto et de manière à retrouver les couleurs d'origine et puis à nettoyer aussi tout le travail de ciselure à la mosaïque qui ornait les fonds. Il y avait un certain nombre de lacunes sur les carreaux, donc en fonction de leur taille, on a travaillé en incrustation avec du cuir de tannage végétal, donc moderne, qu'on découpe de façon très très précise en fait aux dimensions des lacunes et que l'on vient incruster en fait et fixer au moyen de doublage par le revers. Donc, vous voyez ici une incrustation relativement importante qui est comblée avec ce cuir de tannage végétal. Tout à l'heure, on avait un pilier qui avait été en fait découpé en deux pour pouvoir l'utiliser à deux endroits différents sur le montage précédent. Il a été décidé de le rapprocher. Il manquait environ 2 cm sur ce pilier, donc on a reconstitué la partie manquante avec une incrustation de cuir de manière à l'avoir dans toute sa largeur. Alors, largeur qu'on connaissait évidemment par d'autres décors repérés par M. Fournier. Ensuite, il a fallu rapprocher tous les carreaux les uns avec les autres. Nous avons décidé d'utiliser la technique d'origine qui est la couture, sauf que certains bords n'avaient plus leur couture, les trous de couture d'origine avaient disparu puisqu'ils avaient été découpés. Donc, nous avons appliqué, alors on ne procède pas toujours comme ça, mais dans ce cas-là, on a utilisé des bandes de toile d'un tissé polyester qui ont été, des bandes de toile polyester
qui ont été collés au bord des carreaux de manière à pouvoir piquer cette toile polyester et restituer l'intégralité des dimensions des carreaux. Enfin, l'accrochage de ce décor était un point fondamental. Donc, ces décors en cuir ne supportent pas du tout d'être accrochés de façon fixe, donc tendus sur un châssis et cloués. Ça, c'est strictement impossible. On a vu les dégâts que ça avait pu causer sur ce décor-là, mais nous, on l'a observé sur de nombreux autres décors. Donc, depuis une vingtaine d'années, au Centre de conservation et de restauration du cuir, on a élaboré une technique de montage sur châssis en aluminium avec des tensions à ressort. Donc, en fait, je fais fabriquer sur mesure des ressorts en inox qui ont une tension donnée, calculée pour tendre le cuir sans excès. Et nous équipons en fait le bord des corps avec des bandes de tension qui sont munies de goussets. Et en fait, ce sont les ressorts qui tendent les décors en fonction du taux d'humidité dans l'air. C'est une technique de présentation qu'on a éprouvée maintenant depuis plusieurs années qui fonctionne vraiment très, très bien. Donc, cela nous a permis de réinstaller ce décor sur un châssis qui fait donc désormais 4 mètres de long par 2 mètres de haut. Et est intervenue enfin une phase de réintégration colorée, puisque vous l'avez vu, il y avait un certain nombre d'incrustations et enfin de lacunes que nous avions incrustées avec du cuir moderne et qu'il a fallu compléter. On a fait ce travail en collaboration avec Caroline Snyders et Catherine Bambi-Garrigos, qui sont restauratrices de couches culturales et qui travaillent très régulièrement avec nous au CRC. Alors, par exemple, voilà, une réintégration qui a été faite parce que visuellement, voilà, les pieds du personnage n'étaient pas, ça gênait vraiment l'œil du spectateur. Et voici, par exemple, le carreau 22 avant restauration et après restauration. Donc, vous voyez qu'on a rapproché les déchirures et les coutures ont été restituées à l'identique. On avait encore les trous de couture, donc on a utilisé les trous de couture d'origine et la technique de couture d'origine qui est un point piqué très simple, qui fait à la main, bien entendu. Voici le carreau 23, qui est un des carreaux du mariage d'un Chinois, et voici après restauration. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, les fonds dorés sont parfois obscurcis par le ternissement de la feuille d'argent, mais ça, c'est quelque chose contre lequel on ne peut absolument rien faire. Et voici alors le cas du carreau 20 qui était un peu compliqué puisque c'était le carreau qui avait été repoussé sur un des deux autres tableaux, mais qui complétait le mariage du Chinois. Malheureusement, il était incomplet. On lui avait adjoint une partie du pilier, enfin du pilastre, mais il en manquait. Donc, nous, on a restitué en fait le décor manquant sur environ 5 cm, dont on connaissait exactement la forme et le schéma par d'autres décors conservés ailleurs en France. La partie qui a été restituée intégralement en cuir moderne et réintégrée picturalement. Ensuite, il a fallu installer in situ ce très grand décor qui fait 4 mètres de long. Donc, nous l'avons transporté en camion jusqu'au château et nous avons décidé d'installer son encadrement sur place parce que l'installation de cet encadrement est très complexe. Il ne faut pas qu'en fait, il vienne pincer notre système de tension à ressort. Donc, son installation a été faite in situ avec l'aide de Philippe Azel-Massieu, qui est restaurateur ébéniste, avec lequel on travaille aussi régulièrement. Et nous avons utilisé les baguettes d'encadrement des précédents tableaux que vous avez vus tout à l'heure. Voici l'installation au mur. Donc, il a changé de pièce dans le château, mais heureusement, le château avait des salles avec des murs suffisamment grands pour accueillir ce nouveau décor. Et donc, je vous remontre une photo avant restauration des deux tableaux et une photo après restauration de tension murale complètement rassemblée en une seule et même surface. Et vous voyez que le pilier est situé désormais, je ne sais pas si vous voyez ma souris, mais le pilier est situé ici, il est entier, intègre, et on a reporté le panneau de l'Afrique ici sur sa droite. Le mariage du Chinois s'étale désormais en 4 panneaux complets. Et pour terminer, par l'air et l'eau qui étaient assemblés depuis l'origine par une couture du XVIIIe siècle.
Voilà, c'est un travail d'équipe, ce projet, et je tiens à remercier ce soir Marie Héran, Caroline Snayers, Catherine Gombi-Garrigos, Philippe Azia-Massieu, Julie Tierly qui ont participé à cette restauration. Je salue aussi Lauriane Robinet, Marie Racon et Sylvie Tao, qui sont des scientifiques en conservation avec lesquels on travaille très régulièrement. Ariane Dor, qui est conservatrice des monuments historiques et qui nous a soutenus pour ce projet-là, les propriétaires, bien entendu. Et puis, mes remerciements vont à Jean-Pierre Fournet parce que c'est grâce à son travail que nous avons pu faire des choix de restauration appropriés et justifiés pour faire ce réassemblage complet. Voilà, je vous renvoie à son ouvrage qu'il a publié en 2019 sur les cuirs dorés et cuirs de Cordoue si vous voulez en savoir plus sur les techniques et l'histoire de cet art décoratif. Et je termine par une photo complète de ce décor assez étonnant. Voilà, je vous remercie de votre attention.